Donc, je suis Agnès Fréchel, je dirige un journal qui s'appelle Zibline. Ça fait 3 mois qu'on sort des numéros à propos des municipalités Front National et de leur politique culturelle. Et donc, Hervé Castanet m'a demandé, dans un premier temps, d'intervenir dans un débat sur la culture, puis il m'a demandé, dans un deuxième temps, de modérer le débat sur la culture. Donc, je vais essayer d'être à ma place de modératrice. Je voulais seulement dire que j'avais accepté dans un premier temps d'intervenir et dans un deuxième temps de modérer, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet appel contre, comme il a pu le dire tout à l'heure, parce que je pense qu'effectivement les choses à construire contre le Front National sont des choses, c'est un projet de société qu'il faut construire différentes. Mais je trouvais que l'endroit où se plaçait ce débat, c'est-à-dire l'endroit de la psychanalyse, l'endroit de l'analyse, était un endroit juste et intéressant. Parce que ça rejoint celui de la culture. Il y a des analyses sociologiques, des analyses politiques que l'on peut faire pour expliquer et pour combattre le Front National. Expliquer et combattre. Après, le fait que les gens votent Front National est quelque chose qui m'interroge tous les jours. Comment peut-on voter Front National ? Quand il m'arrive, et c'est rare, de rencontrer des gens qui votent Front National, je leur demande ce qu'ils veulent. Et en fait, ça marche assez bien. Parce que s'ils vont jusqu'au bout, qu'est-ce qu'ils veulent avec l'autre, pour ne pas dire l'arabe, le noir, l'immigré ? S'ils veulent l'éliminer, ils sont peu nombreux à le vouloir. Heureusement, tous ceux qui votent Front National ne sont pas prêts à ces actes de haine. Et je crois que la culture est aussi l'endroit où on peut simplement le montrer. Il y a une chose qui me rend un tout petit peu optimiste dans cette enquête qu'on fait depuis 3 mois, même si elle me rend aussi un peu malade par moments quand je lis les propos des maires d'Orange, de Béziers. Ce qui me rend un petit peu optimiste, c'est que les élus municipaux du Front National démissionnent en masse. On en est à 28%. Quand ils se retrouvent confrontés à la réalité du pouvoir d'extrême droite, quelques-uns parmi eux ne sont pas d'accord avec cette société pour laquelle ils ont été élus. Et en fait, j'espère que la plupart des gens qui votent Front National et quelques élus Front National sont des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'est ce parti. Et peut-être qu'une des réponses qu'on peut apporter, nous journalistes et vous, gens de culture, c'est de démonter les discours, de travailler à l'endroit où les mots ont un sens et de montrer ce qu'un projet de société tel que celui du Front National peut concrètement mettre en place de haine et de négation de l'autre. Par exemple, ce mot « identité » qui revient dans tous les discours, de plus en plus souvent. Ici, particulièrement l'identité provençale, l'identité excluante, mais qui vient aussi dans d'autres discours sur l'identité de genre, est un mot qui m'interroge beaucoup. Et je pense que c'est un mot qu'il faut interroger aussi sous l'angle psychanalytique et culturel. Voilà. Donc, je vais vous présenter les personnes qui sont ici et que je suis fort contente d'avoir à interroger. On va commencer pas par l'ordre alphabétique, mais par l'ordre spatial. Donc, Pierrette Monticelli, qui dirige et qui co-dirige le théâtre de la Minoterie, qui est devenu le théâtre de la Joliette, que vous connaissez bien. Christian Sébille, qui est directeur du GMEM, du Centre national de création musicale de Marseille. Macha Makeyev, qui est directrice de la Criée, Théâtre national de Marseille. Alain Arnaudet, qui dirige la Friche, que j'aurais sans doute plus de mal à qualifier. Et Sylvie Gerbeau, qui dirige le 3 Bicef à Aix, qui est un théâtre, une structure qui se trouve dans l'hôpital psychiatrique de Montpellier.
Donc la première question que je voudrais vous poser, et je vais la poser un peu à la volée s'il y a quelqu'un qui veut répondre, sinon je désignerai un premier intervenant, c'est comment imaginez-vous vos métiers, et est-ce que vous imaginez que vos métiers pourraient continuer à exister dans une société où le Front National serait au pouvoir nationalement et localement, et ou localement? Alain. Oui, je vais répondre en citant en fait Marion Maréchal Le Pen l'an passé, qui était à Marseille lors des je sais pas, lors de l'université d'été du FN, je crois que c'était l'université du FN. Et à ce moment-là, peut-être vous en souvenez-vous, elle avait tenu des propos contre une exposition qu'elle avait qualifiée de pédopornographique qui se tenait à la friche Label de Mai. Tout cela avait été relayé par les réseaux sociaux divers et variés de la fachosphère. Exposition d'ailleurs qu'ils n'avaient pas vue puisqu'en fait elle était déjà fermée quand ils ont tenu ces propos. Ils ne savaient pas parce qu'elle devait continuer plus longtemps, mais pour des histoires bêtes de calendrier qu'on avait dû la fermer plus tôt. Et du coup après c'est assez drôle parce qu'ils ont pensé qu'on l'avait fermée parce qu'ils avaient tenu ces propos-là. Donc c'était voilà. Enfin toujours est-il qu'à ce moment-là, au-delà de l'attaque qu'elle a portée à la friche et qui nous a mené en 2015, donc c'était qui nous a conduit à mener un certain nombre d'actions à la friche, identiques un petit peu à celle-ci, un peu différentes, mais en tous les cas en essayant de mobiliser les gens. D'ailleurs, je salue les organisateurs parce que je pense que c'est important que nous mobilisions, qu'il y ait des personnes qui marquent comme ça, des jalons importants. Et donc à ce moment-là, elle avait tenu ces propos-là. Et je pense que c'est peut-être de là qu'on pourrait partir. Dit Bobo qui font semblant de s'émerveiller devant 2 points rouges sur une toile, car le marché de la spéculation a décrété que cet artiste avait de la valeur, n'est pas franchement ma conception d'une politique culturelle digne de ce nom. Et avant de récuser cette idéologie de l'absurde qui conduit à déverser dans des expositions des sommes inversement proportionnelles au nombre de visiteurs, et d'appeler ensuite au soutien d'une culture populaire où notre patrimoine et notre identité seront mises en valeur et à la défense de notre histoire pétrifiée. Donc effectivement, ces propos-là sont tout bonnement pétrifiants. D'ailleurs, ça dénote de la part de la personne qui les tient un manque de culture, puisque, et c'est d'ailleurs comme ça que nous avions rebondi à l'époque, c'est que alors même qu'elle dénonçait ces 3 points rouges, ces points rouges d'ailleurs ça avait été l'emblème de ces journées que nous avions organisées à la friche, alors même qu'elle dénonçait que ces points rouges sur une toile qu'on qualifierait d'art, nous fêtions en France, dans le monde, le centenaire d'une exposition majeure de l'histoire de l'art. Cette exposition que Malevich avait eue dans une petite galerie de Saint-Pétersbourg, je crois, où il avait exposé ces fameuses toiles qui avaient à l'époque d'ailleurs défrayé la chronique, des carrés et des ronds sur une toile et qui sont aujourd'hui entrés dans l'histoire de l'art, qui sont dans les plus grands musées et qui ont vraiment structuré la création artistique du XXe siècle, ont été un point de départ majeur dans l'évolution de la pensée des artistes et dans la pensée toute simple, d'ailleurs toute courte, de tout le monde, puisque cette façon de regarder les choses, le monde, de l'exprimer par l'imaginaire, eh bien, a ensuite irrigué toutes les sociétés, notre pensée, la pensée occidentale en tout cas. Donc on voit bien que il y a péril à partir du moment où on remet tout cela en cause. Et je suis bien entendu très inquiet sur la capacité que nous aurons, que les artistes auront, que la société aura à pouvoir porter des messages impertinents, mettre en valeur l'incompréhension ou l'incompréhensible, parce que je pense que nous sommes dans ces endroits-là et je crains fort que le Front National au pouvoir, on le voit, soit un retour en arrière vers la question en se repliant sur la question de la tradition. Il n'est pas d'ailleurs dans ma pratique d'opposer la tradition et la modernité, et justement au contraire, il faut les mettre ensemble, et je crains là que justement il y ait fait une séparation et qu'on empêche les gens, les artistes de s'exprimer, pas forcément ouvertement, mais que comme ça, de manière insidieuse, par capillarité, comme ça, un discours uniforme s'installe. Voilà. Pour
pour compléter ce que dit Alain, dans les communes Front National, la culture n'est pas quelque chose de pas important. C'est-à-dire que pour le Front National, la culture est un enjeu. C'est peut-être les seuls actuellement qui ont réellement misé un tel enjeu sur la culture, mais sur une culture qui est justement une culture nationale, une culture de tradition, mais pas de toutes les traditions, évidemment, certainement pas de certaines traditions importées, mais de bien nos traditions provençales. Vous avez à Beaucaire la tradition du costume et du taureau, vous avez et du provençal. Vous avez dans certaines communes très nettement de la censure exercée dans les médiathèques, des livres qui sont retirés, d'autres qui sont achetés et des acquisitions qui sont faites sous direction des mairies. Donc la culture est véritablement un enjeu. Il ne faut pas croire que le Front National, ou en tous les cas pas tout le Front National, certaines tendances de l'extrême droite, sont des gens qui veulent imposer une culture d'extrême droite et qui effectivement sont contre l'abstraction et qui effectivement sont contre les cultures métissées et se battent contre les cultures métissées. Est-ce que vous avez d'autres témoignages à apporter sur des tensions qui auraient pu avoir lieu ou des tensions que vous pouvez imaginer qui auraient eu lieu si je ne sais pas, si Marseille tout d'un coup tombait totalement dans... Je crois qu'on peut faire la différence si c'est un Front National local, régional, ou si c'est un Front National national. Parce que notre réseau, notamment de théâtre en France, est ainsi conçu que l'État est le garant de la liberté artistique. Et que ça, dans nos théâtres nationaux, sur nos scènes nationales et dans certains autres lieux, les musées, vraiment, la liberté artistique serait préservée. Il y aurait quelque chose d'un combat qui se livrerait, mais ça serait préservé. Donc ça, ces maisons-là resteraient des citadelles de la République. Si c'était national, ça serait tout à fait autre chose, parce que le Front National s'emparerait précisément d'outils que la République a inventés pour irriguer tout le pays et au-delà. Et ça serait très grave, parce qu'il serait maître chez lui. Et donc, il se dessinerait forcément une seconde géographie, comme il existe des sous-cultures, comme il existe des économies parallèles. Je pense qu'il y aurait à nouveau quelque chose de l'ordre de la dissidence. Et que moi, je m'interroge beaucoup là-dessus. Pour travailler avec Bulgakov en ce moment, je suis en plein dans cette époque-là et je sais ce que c'est que les artistes empêchés. Et en même temps, c'est une expérience dans la vie d'artiste à laquelle il faut toujours se préparer, parce qu'on est au moins à 30% en dissidence. Si on se sent totalement, sous quelque régime que ce soit, absolument confortable, c'est que quelque chose ne va pas dans ce que l'on propose. Mais là, on serait à 100-150% en dissidence, et je pense qu'à ce moment-là, on n'oublie pas qu'on est un pays où il y a eu quand même Vichy, donc je pense qu'on aurait des camarades qui passeraient dans le compromis. Mais je pense que pour les autres, et qui sont nombreux, et qui ne sont pas seulement les artistes, mais qui sont aussi les amis des artistes, parce qu'Histoire de l'art se fait aussi avec cela, je pense que l'on constituerait une dissidence, c'est-à-dire une culture, une création, un geste artistique parallèle, profond, probablement douloureux, mais ardent. Quand tu fais allusion à Vichy et au fait que certains pourraient passer à de la collaboration dans le milieu, est-ce que c'est une réalité que tu sens déjà ? Non, je pense qu'il faut toujours... Enfin, nous, on a le temps, là où on est, de replacer les événements de notre actualité dans la perspective historique. Et ce sont des choses qui arrivent. Et puis, il y a aussi des questions qui se posent très concrètement. Par exemple, est-ce qu'on doit aller jouer son spectacle ? C'est très concret. Dans une ville dirigée par le Front National. C'est un débat qui nous empêche, enfin, moi, personnellement, qui m'a posé vraiment de véritables questions, qui m'a empêché de dormir, qui m'a tourmentée. On en a parlé dans le théâtre, tout le monde n'était pas d'accord, certains pour de bonnes raisons, d'autres pour de moins bonnes.
Je pense qu'au contraire, il faut ne rien lâcher, que ce territoire dessiné par nos grands prédécesseurs, notamment de ce réseau théâtral français, ne leur appartient pas. Et qu'il ne faut pas abandonner non plus ceux qui vont dans les salles voir les spectacles. Et qu'il ne faut pas abandonner les plateaux avec nos propos à nous. Évidemment, pour le surmoi, c'est difficile. Pour son petit ego, c'est tellement c'est plus agréable de dire non, moi je n'y vais pas, je les méprise, etc. Je crois pas. Je crois qu'il faut aller, comme on va sur des territoires abandonnés, il faut aller sur ces territoires virulents et il faut que l'art ait lieu. Sylvie, comment tu imagines ta pratique dans une ville Front National ou dans un État Front National? Et est-ce que tu as l'impression que les idées ont déjà diffusé dans le milieu? Oui, c'est plutôt par ce biais-là que j'ai pas réfléchi à comment ça serait demain ici, mais ce qui me fait peur plutôt, c'est de quelle façon les choses s'insinuent aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses très sournoises qui commencent à se mettre en place et que nous, à la place qu'on a de professionnels de la culture, on a une vigilance à avoir. Et c'est assez compliqué parce qu'il faut le démêler et l'analyser dans le détail politiquement et dans le quotidien. Par exemple, moi, il y a quelque chose que je crains, que je vois se développer dans la culture, d'ailleurs, comme dans plein d'autres choses, c'est la surconcentration. C'est-à-dire la culture du gros, les très gros équipements, le très gros événement culturel, artistique, etc. Donc, ou une espèce de culture de la grande échelle. C'est à la grande échelle que les choses existent. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très dangereux parce que c'est quelque chose qui peut favoriser et fait le lit de la pensée unique. C'est très important que les échelles différentes, de la plus petite à la plus grande, coexistent. Et par là, je vais parler même de la question de quelle façon les richesses sont partagées, le partage des richesses, le partage des moyens, le partage des savoirs, le partage des pouvoirs. Et ça, je trouve qu'on a beaucoup à travailler là-dessus. Par exemple, on entend beaucoup dans les couloirs des institutions, il y a trop d'artistes, il y a trop de théâtre. Je ne sais pas qui, quand même, pourrait se plaindre d'un pays qui a trop d'artistes et trop de théâtre. Mais en fait, c'est une façon de dire on n'a pas d'argent pour vous. Voilà. Et donc, l'argument qui est utilisé, c'est celui-là. D'autant que les théâtres sont pleins, donc je ne vois pas au nom de quoi il y aurait trop d'artistes et trop de théâtres. Oui, par contre, la répartition entre les acteurs culturels, à mon avis, là, on a une responsabilité en tant que professionnel pour la réinterroger et faire en sorte qu'elle soit active, que ça active les choses plutôt que ça augmente les écarts. Voilà. Mais ce n'est que le reflet du reste du fonctionnement de la société, à mes yeux. Est-ce que tu veux dire qu'à l'intérieur du milieu culturel, il y a une espèce de lutte des classes? Enfin, en tous les cas, oui, on n'échappe pas à ça. D'accord. Ce n'est pas une grande famille, la culture. Le monde culturel n'est donc pas unifié autour d'un idéal commun. Est-ce qu'il peut s'unifier, selon vous, autour de la lutte contre le Front National, ou est-ce que le danger le guette d'avoir effectivement des gens qui choisiraient Vichy? Est-ce que vous en connaissez dans le milieu? C'est pas aussi noir zéro et blanc délation, quelles que soient les circonstances. Non, pas de la délation, mais est-ce que c'est quelque chose que vous sentez comme des idées qui arrivent? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous demande, par exemple, je vais être plus concrète, actuellement, est-ce qu'on vous demande de faire de la tradition? Non, écoutez, honnêtement, en tout cas, en ce qui concerne le théâtre de la Criée, nous n'avons aucune pression d'aucune sorte. S'il y avait une censure, pour l'instant, ça serait une autocensure ou quelque chose dans l'inconscient. Il faut beaucoup se méfier de notre inconscient collégial à l'intérieur d'une équipe. Oui. Et donc, on est très vigilant et on fait très attention. Et au contraire, vous savez,
le mensonge qui fait circuler le Front National, le mensonge immense sur l'autre, sur l'ailleurs, sur le danger que constitue l'autre, nous donne des forces incroyables. Au contraire, ça nous réveille. C'est très très bon. Je pense que les programmations dans les grands et dans les petits théâtres, je ne crois pas du tout à une lutte des classes culturelles, jamais, et à des échelles différentes. Je pense qu'on est tous absolument dans une sincérité. Eh bien, je crois qu'au contraire, voilà, c'est un phénomène de réveil, d'alerte. On est vraiment en alerte. Et c'est très bon, hein. C'est très bon pour nous. Macha, tu es dans une structure nationale. Est-ce que dans des structures qui sont sur des échelles plus locales, les pressions, pas les pressions, mais du moins une demande sur des financements qui pourraient apparaître sur certains projets existent? Mais bien sûr, mais sans arrêt, on parle de ça et moi, je suis très sensible à ça et j'écoute beaucoup. Et c'est vrai que quand nous, on a des structures solides et que l'on défend vous savez, méfions-nous, qui ne sont pas aussi solides que ce qu'on croit historiquement et qu'il faut défendre. Hier encore, j'étais auprès de tutelles et que je leur disais que c'était vraiment pour eux une grande responsabilité politique de garder très forte ces grandes structures que nos prédécesseurs ont inventées. Mais oui, bien sûr, pour les petites structures, c'est plus difficile. Mais vous savez que dans un cahier des charges d'un centre dramatique national, il y a l'accueil et le partage de l'outil. Je n'aime pas beaucoup cette expression, mais il se trouve qu'il a un sens et que nous accueillons beaucoup de compagnies et que moi, je n'ai rien perdu, je vous l'assure, rien perdu de ma culture de la compagnie, puisqu'il n'y a que 5 ans que je dirige une institution et que pendant si longtemps, j'ai eu moi-même une compagnie non subventionnée, donc extrêmement fragile, avec sa propre économie. Donc je suis très sensible à ceux qui émergent ou à ceux qui se battent avec des moyens moindres, mais ça leur donne aussi une espèce de souplesse et de brillance que quelquefois on pourrait leur envier. Christian, excuse-moi, je te passerai la parole juste après Pierrette. Toi qui travailles dans un domaine contemporain, souvent jugé comme élitiste, la musique contemporaine, ou en tous les cas comme difficile d'accès, est-ce que tu sens que les choses peuvent changer dans ta liberté de choisir tes outils créatifs et la musique que tu défends? Comment répondre à ça? Déjà, peut-être dire un mot sur... Vous m'entendez pas? Si, ça va. Peut-être dire un mot sur le fait que c'est quand même le lieu de la psychanalyse qui nous a invités aujourd'hui, et s'il y a quelque chose de commun entre la psychanalyse et la musique de création, cette espèce de gouffre énorme que les uns appellent l'inconscient et que les autres appellent la musique ou le son, et qui vient d'une mémoire dont on ne sait rien. C'est peut-être ce point commun qui fait que nous sommes dans un non-savoir, c'est-à-dire que lorsque la musique nous touche, on se demande un peu pourquoi elle nous touche, et c'est bien difficile d'y répondre à ça, un peu ce pourquoi elle nous touche. Et je vous conseille un livre qui est le livre de Pascal Quignard, qui s'appelle, puisqu'on parle bien souvent de la haine, qui s'appelle La haine de la musique. Et je crois qu'on peut séparer la musique en 2 immenses domaines, qui seraient une musique qui met au pas, une musique qui emmène à la guerre, une musique qui ordonne, qui fait marcher les gens à la même cadence, qui fait danser les hommes, les femmes sur des rythmes à 3 temps, à 2 temps, à 4 temps, qui fait des nuits entières, des transes fabuleuses, et puis une musique décriée, très difficile à défendre, la musique de création. On essaye d'arrêter de dire musique contemporaine, parce que si on le marque sur une affiche, il n'y a personne. Donc on fait même un festival de musique de création maintenant, et ça n'empêche pas qu'on est contemporain. Donc cette musique écrite aujourd'hui, oui, elle demande effectivement de l'attention, elle demande de la compréhension, elle demande beaucoup de temps et pour la composer et pour l'écouter. C'est-à-dire quelle difficulté c'est de rentrer dans un lieu et d'accepter pendant 1 heure d'écouter quelque chose que l'on ne sait pas, quelque chose que l'on ne reconnaît pas, quelque chose qui va nous emmener quelque part. Et c'est sans doute pour ça que je crois fondamentalement que nous parlions de tradition et création, à part
Et c'est très nouveau pour moi de découvrir la musique de tradition sur ce territoire, sur effectivement cette région qui est très habitée par la musique de tradition, avec certaines personnes qui s'engagent dans comment cette tradition peut donner une nouvelle musique, peut donner une nouvelle chose, comment effectivement on peut danser autrement sur cette musique de tradition qui ne nous emmène pas forcément ou pas. Mais sinon, je crois que effectivement la tradition est un moyen de mettre de l'ordre et de faire marcher au pas, bien souvent. Bien souvent, elle est peu utilisée pour amener une nouvelle réflexion, pour amener une découverte, pour amener ailleurs, comme tu le disais, pour faire écouter des choses que l'on ne connaît pas. Et je pense que l'avenir de la création musicale, si le Front National passait au niveau national, eh bien... C'était, comme le disaient des proches, cancer. Je ne sais plus, j'allais faire une citation. Cancer, comment ? Voilà, et puis il termine par avenir, trouver l'intrus. Mais je pense que la musique n'a aucun avenir et que de toute façon, vous savez très bien que dès que des organisations politiques fascistes prennent le pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est d'éliminer la musique. La musique est l'opium du peuple est une phrase, une citation que l'on connaît tous, qui était une citation qui est iranienne, qui a permis d'interdire la musique, d'interdire aux femmes de jouer de la musique, c'était l'ayatollah Khomeini, d'interdire toute pratique musicale en groupe, ensemble. Et puis Schoenberg a mis, vous savez que Schoenberg, qui est quand même un immense compositeur juif, autrichien, a mis quand même un certain temps à partir et à comprendre qu'Hitler allait le tuer. Il ne comprenait pas. Donc vous voyez, la musique, qu'est-ce qu'on peut dire du sens quand on aime cette musique et qu'on la défend, à part dire quel champ de liberté la création musicale. Pierrette, donc même question. Est-ce que tu sens des changements idéologiques insidieux dans la manière de commander des œuvres ou de désirer des œuvres des tutelles ou du public ? Non. De manière nette, non. Pas pour l'instant, en tout cas. Voilà. Par contre, à la question que tu posais tout à l'heure, comment imaginer la présence du Front National au gouvernement ? C'est quand même ça. Je pense qu'en effet, des lieux comme les nôtres, par exemple, des lieux intermédiaires consacrés à la création contemporaine, auraient de grandes chances de voir changer leur intitulé et de voir leur direction changer aussi. Je pense aussi que tout ce qui est de l'ordre du maillage de l'ensemble des compagnies, des jeunes artistes, des artistes qui travaillent proches des populations, tout ça aurait une grande chance aussi de totalement disparaître. Je ne vois pas comment le Front National pourrait accepter de financer des artistes qui rentrent dans l'école pour aller travailler justement au rapprochement entre les élèves, comment en effet on continue à travailler avec des jeunes filles qui sont de plus en plus voilées dans les écoles. Voilà, tout ce travail-là qui est mis en place avec les artistes, à mon avis, ne résisterait pas à la présence du Front National. Après, en tant que... Je vous rejoins, Macha, je pense que de toute manière, les métiers qu'on fait sont des métiers où on se bat tout le temps, et arrivé à ce stade-là, eh bien, il faudra se battre encore plus, mais jamais baisser les bras, quoi. Enfin... Par rapport à la tradition et également à l'identité, est-ce que ce sont des concepts que vous travaillez dans les œuvres que vous programmez ? Enfin, est-ce que ça vous paraît... Ce sont des mots qui sont repris par le Front National de façon idéologique, et en particulier les mots d'identité, mais aussi le mot de tradition, ils s'en revendiquent. Est-ce que ce sont des mots que vous réfutez, sur lesquels vous travaillez, et comment vous les voyez, ces deux mots ? Alors là, ça fait partie du mensonge que je montrais du doigt au début, c'est-à-dire que ce mensonge passe aussi par une appropriation. Il s'était approprié le drapeau français. De la même façon, il s'approprie la tradition. Il pense, voilà, si on a le malheur de...
Si on a le malheur d'étudier le provençal, c'est qu'on est de leur côté. Si on aime les arts et traditions populaires, on est de leur côté. Pas du tout. Tout ça ne leur appartient pas. Et les traditions populaires, qui pour moi, quelquefois, me touchent beaucoup, et qui sont vraiment en rien je ne mépriserai jamais, eh bien, ces formes d'expression-là ne leur appartiennent pas. Et donc, il faut vraiment le crier haut et fort. Et ça participe de leur mensonge. Je veux dire, ils pensent, et de cette stratégie de l'affrontement, de la même façon dans l'identité. Je veux dire, ils nous affrontent les uns les autres. Ils disent, vous êtes de ce côté-là, vous n'êtes pas de celui-là. Et ce mensonge et ce côté sournois et pervers de ce faux affrontement qui donnerait un peu de sens à nos vies, il est là, il est très présent, et c'est à nous à proposer des choses. Enfin, où commence la tradition, où finit-elle ? Shakespeare, c'est la tradition. Shakespeare, c'est la tradition absolue et c'est la liberté totale. Une phrase de Shakespeare est d'une telle ambivalence poétique qu'on peut y mettre le monde d'aujourd'hui en entier. Et pourtant, étudier son époque ne fera que nous enrichir. Donc, il faut cesser d'opposer les cultures. Il faut cesser de dire que ces choses-là leur appartiennent. Parce que c'est faux, parce que ça fait partie de leur mensonge. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ? Et est-ce que vous... qu'est-ce que vous pensez de l'opposition, par exemple, au sein du ministère, ou simplement de la scission entre patrimoine et création, par exemple ? Est-ce que c'est des choses qui sont toujours opérantes, selon vous ? Patrimoine, création sont dans deux sphères différentes. La création d'aujourd'hui et le patrimoine de demain matin. Donc, est-ce que ce sont des choses qui sont opérantes dans vos pratiques à tous ou pas ? Est-ce que vous êtes l'une à la tête d'un théâtre de création, d'un centre musical de création ? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose dans la manière dont on a pensé les choses à un moment, en opposant de fait création et patrimoine, qui est faux et qui a peut-être permis au Front National de récupérer le patrimoine et la tradition ? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous interroge. Moi, je veux bien reprendre la parole un peu. C'est pour dire que je rejoins totalement la tradition. Qu'est-ce que c'est, si la tradition, c'est la culture, si c'est Shakespeare, si c'est Bach, si c'est... Évidemment, nous sommes des hommes et des femmes de tradition. Et ce mensonge-là de dire, oui, regardez, ces élites qui savent tout, comment ça, c'est complètement débile d'étudier 20 ans le violon pour pouvoir bien jouer, alors qu'on peut peut-être... Oui, évidemment, nous sommes des femmes et des hommes de tradition, et nous le revendiquons, et nous voulons tellement savoir, et tellement reconnaître qu'on sait si peu de choses. Voilà, oui, je revendique de ma méconnaissance. Et voilà, mais je rebondis sur autre chose pour vous dire, parce que l'idée que le Front National avance, oui, il avance. Je vais vous donner un exemple, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de défendre les labels, hein, nos fameux labels. Nous, c'est un label, Centre National de Création Musicale. On ne représente pas grand-chose, rassurez-vous. On est 6 centres en France, on va peut-être être 7 bientôt, mais c'est pas fait. Je n'ai pas le droit de le dire, logiquement. Et on représente 2,5 millions au niveau national. 2,5 millions. Donc, autant dire, c'est rien, c'est strictement rien, réparti entre tous les centres. Hein. Et aujourd'hui, on est en train de se battre pour essayer d'avoir un petit peu plus, pas pour nous, pas pour les plus puissants, mais pour qu'au moins les petits qui se trouvent dans des régions plus difficiles soient augmentés. Eh bien non, parce que qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande combien on fait de public, hein, combien on touche de personnes, combien. Vous imaginez les musiques de création, c'est vraiment très. Et qu'est-ce qu'on nous oppose ? On nous oppose des concerts des SMAC. Hein. J'ai rien contre les SMAC. Je travaille même avec des SMAC. Les scènes des musiques actuelles. Excusez-moi, on a plein de CDN, SMAC. Il y a qu'Alain qui s'appelle La Friche, il a un joli nom. Mais comment voulez-vous qu'on s'oppose à ça, à un artiste où on sait déjà qu'il est déjà dans une organisation commerciale où
Le directeur ne choisit même pas ce qu'il va programmer. Le directeur, on lui dit programme ça parce que là, on est dans des pourcentages qui font, on est entre 575 et 1025. Donc, comme tu as une salle de 1100, voilà, tu vas pouvoir rentabiliser. Comment voulez-vous? Et c'est le ministère qui nous dit ça. C'est le ministère qui oppose le label de scène de musiques actuelles au label de Centre national de création musicale. Donc, oui, c'est en route. Oui, c'est en route profondément. Oui, c'est en route politiquement. Alors, en fait, cette demande de rentabiliser ou de justification de votre rôle économique, par exemple, ou du pourcentage de remplissage, est-ce que c'est quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire? Et est-ce que vous le rapprochez d'une mainmise des idées fascisantes ou pas? Pierrette. D'abord, je voulais dire que je me sens pas du tout une femme de tradition. C'est une question que je me suis jamais posée, et c'est bien la première fois que je me la pose. Et je me dis non, en fait non. Voilà, ça c'est pour la première réponse. Ensuite, oui, le fait d'avoir à rendre des comptes évidemment sur le remplissage des théâtres. Alors nous, on n'est pas un très gros théâtre, mais quand même avec une salle de 280 places pour faire du théâtre contemporain et des formes contemporaines, c'est quand même pas gagné non plus. Mais il est vrai que ça peut mettre vraiment un frein aux choses. C'est pour cela que ça nous permet de développer et d'inventer des tas de choses pour justement apporter, aller vers les gens, trouver des formes avec les auteurs, notamment avec les metteurs en scène, les comédiens, de créer des ateliers, des pratiques artistiques, un tas de mouvements, ce que tous les théâtres font. Hein, je veux dire, tout le monde travaille là-dessus, et je pense qu'on a vraiment raison de travailler tous là-dessus pour justement ouvrir cette pensée et cette manière de pouvoir à la fois continuer et avancer dans des formes nouvelles et à un endroit nouveau, et en même temps de pouvoir essayer d'y convoquer le plus grand nombre de spectateurs et de possible. Donc ça, c'est une chose. Et ce travail-là aussi qui est mené par tout le monde, par tous les théâtres, tous les lieux culturels, de pouvoir être le plus près possible des gens, en fait, pas simplement de créer pour des gens qui sont déjà convaincus de tout ça. C'est un travail qui est formidable et qui répond à ce qu'on nous demande, mais qui, du coup, nous a permis d'inventer des tas de choses formidables, je trouve. Voilà. Effectivement, je crois qu'il est assez indéniable que tous les théâtres, pas que les théâtres, hein, les centres musicaux, enfin, tous les lieux culturels font un travail qu'elles ne faisaient pas il y a quelques années pour aller vers le public, pour médiatiser, comme on dit, les œuvres, mais aussi peut-être et de plus en plus pour fabriquer les choses avec les gens et pour les gens. Est-ce que vous avez l'impression que dans vos lieux, il y a toujours la possibilité de créer de la pensée, de créer des œuvres, ou est-ce que ce qu'on vous demande justement comme rentabilité, ou de créer des formes, ou est-ce que ce qu'on vous demande comme compte rendu d'une rentabilité vous empêche parfois de le faire? Sylvie? Oui. Le problème, c'est que c'est pas mal en soi de compter le nombre de spectateurs, de compter le nombre d'actions, etc. Mais c'est le seul étalon, ça devient le seul étalon. C'est ça la difficulté. Mais c'est très difficile, et c'est pas propre à la culture. Je vois la façon de financer les hôpitaux, c'est par le nombre, c'est toujours par le nombre. Et c'est très difficile, c'est vrai, de qualifier. C'est beaucoup plus complexe de qualifier que de quantifier. Mais c'est de notre responsabilité d'inventer la façon de dire c'est important que plusieurs façons de créer, plusieurs esthétiques soient représentées. Alors comment on les définit, comment on veille à ce qu'elles soient multiples. Voilà, là il y a un gros travail à faire. Mais c'est vrai que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des collectivités locales, c'est le plus facile qui prévaut, c'est-à-dire la quantification. Et c'est restrictif. Mais nous-mêmes, ça nous rattrape. Hein. Par exemple, je m'excuse, je ne veux pas être polémique, mais si. Quand je lis que Marseille-Provence 2018 se définit, qui est un futur projet pour 2018, se définit a pour objectif de recueillir les dividendes d'un investissement sans précédent, par exemple.
Bon, ou de capitaliser sur l'héritage de Marseille-Provence 2013, je me dis, mais quelle pauvreté, quoi. Est-ce qu'on n'est pas capable, nous, d'inventer autre chose à notre place de la culture et des artistes pour, je sais pas moi, réenchanter le monde, même, voilà, rêver un peu, quoi. Voilà. Alain, tu veux répondre aussi ? Oui, je veux dire un mot. Je pense que nous sommes des pédagogues, quelque part. C'est-à-dire qu'on est à la fois, on est à la jonction au milieu entre des collectivités territoriales, des collectivités publiques, on va dire, et le public vers lequel on s'adresse. Donc on doit rendre des comptes à l'un et aussi à l'autre. Et on doit, bien entendu, accompagner au plus près les artistes. Notre rôle, c'est d'accompagner la création contemporaine, les artistes d'aujourd'hui, de créer le patrimoine de demain. Et c'est ce que je disais en introduction en citant Malevich. Patrimoine d'ailleurs dont on ne sait pas ce qu'il sera, parce que les artistes que nous accompagnons aujourd'hui, peut-être que demain tomberont dans l'oubli. Je dis souvent que les réserves du Louvre sont remplies de croûtes qui n'intéressent plus personne. Il faut quand même pas l'oublier. Donc des artistes qui à un moment ont été portés au pinacle et puis qui finalement on s'est rendu compte que on s'était un peu trompé. C'est normal, c'est aussi on a le droit de se tromper. Mais ce que je veux dire, c'est que on doit ce travail que nous faisons, il est adressé au public que nous devons accompagner à la découverte des œuvres, mais aussi il est tourné à la destination de nos financeurs et particulièrement de nos élus, que nous devons accompagner dans la compréhension des métiers que nous faisons. Moi, c'est mon travail quotidien, justement pour qu'un élu comprenne, et s'ils sont élus, en général, c'est que quand même ce sont des gens intelligents, et je dois dire que jusqu'à présent, j'ai plutôt rencontré des gens intelligents. Eh bien, ils peuvent comprendre que nous sommes à cet endroit-là d'accompagnement des artistes, de la création contemporaine, et que nous accompagnons la pensée de demain. Voilà. Et à nous, effectivement, de poser le curseur au bon endroit. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est normal parce que nous devons rendre des comptes des données publiques que nous recevons, que nous consommons, nous devons aussi toucher le plus grand nombre. Alors il faut le mettre entre guillemets parce qu'il y a des dérives possibles qui sont dangereuses. Mais c'est à nous, en responsabilité, de poser le curseur au bon endroit et de mener le travail pédagogique que nous devons faire. Nous sommes à des endroits cruciaux, avec, je pense, des responsabilités importantes à cet endroit-là de la médiation vers le public et aussi vers nos élus, parce qu'eux-mêmes doivent rendre des comptes ensuite à leurs électeurs de la consommation de l'argent public qui leur a été confié et du mandat qui leur a été donné. Quelles sont les dérives dont tu parles et qu'est-ce que ça veut dire une différence entre un art populaire et un art populiste ? Oui, exactement. C'est là. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la facilité, dans le populisme, parce que il y a ce glissement qui nous attend. Et à l'extrême, à l'inverse, justement, cet élitisme, je pense que je défends, que nous défendons. Mais un jusqu'au-boutisme dans l'élitisme nous conduit à un enfermement. Donc il faut qu'on arrive à trouver le bon curseur, qui est l'endroit notamment de la médiation, pour que les œuvres les plus difficiles, les plus contemporaines, et parfois les moins compréhensibles, les plus impertinentes, puissent être là et rencontrer le plus grand nombre. Et parfois aussi prendre le risque qu'elles ne le rencontrent pas, qu'elles créent de la polémique. Et nous devons être à cet endroit-là pour répondre aux questions que l'on peut nous poser. Voilà, je pense que c'est notre rôle à nous. Et je voudrais parler des grands et des petits. Pour répondre, en tout cas poursuivre les propos de Sylvie. C'est vrai qu'il y a un risque. Moi, je représente, je dirige, élu par mon conseil d'administration au poste de directeur, donc je dirige un gros équipement culturel, mais qui est aussi un assemblage de petits. Donc moi, je suis à la fois un gros et puis toute une multitude de petits. Donc je pense qu'effectivement,
La tentation pourrait être de la part de nos financeurs de créer des pôles, comme on l'appelle parfois, des espèces d'endroits comme ça, des grosses machines. C'est plus simple parce que c'est plus lisible et plus compréhensible pour eux. Et plus lisible quant aussi à l'utilisation de l'argent qui est distribué. Donc c'est plus simple. Ça simplifie la chose. Je pense que d'un côté, effectivement, je pense qu'il est important qu'il y ait des étendards comme ça, des citadelles, comme disait tout à l'heure Machin, des endroits un peu identifiables au niveau national et international. Parce que ce sont des emblèmes. Et elles sont là, elles sont posées. Et elles sont beaucoup moins destructibles que les autres, même si elles le sont. Pourtant, je pense aussi qu'il faut là aussi, c'est une histoire de curseur, qu'il est important d'accompagner les structures plus petites, parce qu'elles vont être plus proches du territoire, plus proches des gens, aller plus loin dans le territoire, être ces équipements de proximité. Ils sont essentiels notamment pour lutter contre ce dont on parle aujourd'hui. Après, je pense que la présence de ces citadelles, elle est essentielle parce que dans le pire des cas, imaginons que l'inconcevable arrive. Eh bien, ces citadelles, elles sont quand même là, elles sont quand même plus solides. Elles peuvent s'effriter, parce qu'une fois qu'elles sont assiégées, un jour ou l'autre, elles finissent par tomber. Mais j'ai eu la chance, dans mon parcours professionnel, d'aller travailler à l'étranger, et notamment dans des pays qui avaient connu des moments très durs, de très fortes dictatures. Et les habitants tous me disaient les derniers endroits qu'il restait à la fin, c'était les lieux de culture. Parce que c'était les seuls endroits où encore on pouvait se rassembler pour discuter, pour débattre, pour résister. Et c'est les derniers endroits qui ont résisté aux dictatures. Donc, effectivement, c'est important qu'il y ait des petits, qu'il y ait des grosses structures, parce que ces citadelles-là, eh bien, résisteront plus fortement. Je n'ai pas dit qu'elles résistent longtemps, elles résistent plus fortement parce qu'elles sont très ancrées et qu'elles ont aussi la chance d'avoir un porte-voix, d'être un porte-voix avec une résonance internationale. Et puis, parce qu'elles elles ont aussi la chance d'avoir des financements qui sont divers et qui les préservent aussi d'une hégémonie politique qui pourrait s'installer à un endroit. Voilà. Je pense qu'il faut garder ces deux endroits d'action et notamment, je le dis cela à l'attention de nos politiques, s'il en reste quelques-uns encore dans la salle, c'est qu'il faut bien accompagner. Oui, il y a Alain Ayot qui est là, donc merci Alain d'être là. Et je sais que tu es attentif à cela. D'ailleurs, tu l'as prouvé, parce que tu étais en fonction, en responsabilité à la région. Donc, et toujours poser le curseur au bon endroit. Et ça, c'est vraiment les parties de notre République, qui défendent notre République, qui doivent y veiller, que les grosses structures soient bien accompagnées, évidemment, mais aussi les petites, parce qu'elles font ce travail-là de maillage nécessaire. Alors, le curseur au bon endroit entre art populaire et art populiste, au bon endroit entre hermétisme et élitisme, au bon endroit entre gros et petit. Est-ce que vous pensez que ces curseurs pourraient ne pas sauter, éclater, si le Front National était là, d'une part, même à l'intérieur des structures? Moi, je ne suis pas persuadée, enfin, je me permets de ne pas faire seulement modératrice, puisque normalement, je devais être intervenante aussi. Je ne suis pas persuadée que les grosses citadelles résistent mieux, parce que justement, les grosses citadelles, on peut en faire sauter le directeur et mettre quelqu'un d'autre. Les petites résistent beaucoup mieux, il me semble, dans notre système, peuvent résister mieux et plus longtemps. Si on a Marine Le Pen au pouvoir, vous ne serez plus directeur ni l'un ni l'autre. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elle vous fera sauter. Toi peut-être pas, parce que toi, tu es président d'une association. Mais Macha saute. Oui. Macha saute et Christian saute. Ils sont directeurs, alors, non, bien sûr. Est-ce que je peux réagir à ça? Pardonne-moi, je te laisse parler Macha après, parce qu'effectivement, nous sommes tous sur des sièges éjectables, et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, mais je pense qu'il y a d'autres forces. Je veux dire, il ne faut pas oublier qu'il y a un État, il y a une région, il y a un département, il y a des métropoles. Les établissements que nous dirigeons sont financés par plusieurs financeurs, à des degrés divers, certes, mais le Théâtre National de Marseille, en l'occurrence, certes, sa première tutelle, c'est l'État, mais il a aussi à côté de lui, notamment la ville de Marseille, par exemple.
Bon, Je pense que c'est pas si simple que ça. alors moi je voudrais réagir parce que plutôt que d'opposer petit et grand, la tradition et la création, je pense que tout ça c'est des subterfuges. Il faut se méfier du populisme et des esthétiques populistes. Je crois que c'est vraiment ça le danger, c'est-à-dire attraper un peu de ceci, un peu de cela et vous faire une espèce de sauce terrible et qui tue de fait la création. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que dans le fascisme, il y a quand même un programme de la pensée. Donc, et qui prend un peu de tradition, un peu de soi-disant créativité, qui fait une espèce de mélange malsain. Et puis, ça donne des choses terribles. Voilà. Donc, je pense qu'il faut plutôt qu'on soit ensemble qu'opposés. Et puis, on peut quand même avoir un peu d'humour, même dans le désastre, ou près du désastre. Moi, j'ai un programme, parce que, évidemment, si le Front National venait à passer, je m'en vais, bien sûr. Ils me chassent, bien sûr. Alors, je leur proposerais de transformer la criée, parce qu'on a ce qu'on appelle la piscine, on a un immense aquarium, on ferme les salles, où on les garde pour des congrès, ça rapporte beaucoup d'argent. Et puis un aquarium pour les enfants. Vous savez, les poissons, ça ne communique rien de l'ordre de la pensée. C'est très apaisant, c'est zen. Et puis, on peut reproduire des santons habillés. On a un atelier costume qui est formidable. Et je pense qu'on pourrait, voilà, sur le Vieux-Port, ça serait absolument formidable. Alors, avant de partir, je leur laisserai un petit programme. Christian, est-ce que tu penses que tu sautes si le Front National arrive ? Je l'ai déjà dit en introduction, hein. Évidemment, et aussi vite que mes camarades. Je voulais revenir sur deux choses, c'est que, surtout sur une en fait, c'est sur cette question d'évaluation. Et cette évaluation, c'est vrai que lorsqu'on est dans la création musicale, évidemment, on ne peut pas, si on est évalué sur le public, et Dieu sait que ça nous préoccupe. Bien sûr qu'on voudrait que Stockhausen remplisse des salles de 2000 personnes. Et évidemment, la question n'est pas là. La question, lorsque je parlais tout à l'heure, c'est pas de dire... parce que lorsque j'en ai parlé au ministère, on m'a dit « Oui, vous êtes en train d'opposer les labels ». Pas du tout. Moi, je suis très content qu'il y ait des SMAC, qu'il y ait des gens... des scènes de musique actuelle, pardon, j'ai senti ton regard, des scènes de musique actuelle qui organisent intelligemment, avec de la qualité, en faisant attention aux oreilles des spectateurs, pour pas, voilà, qui a une vraie culture, une vraie démarche pour présenter des beaux projets. Et puis il y a des musiques actuelles que j'adore, dans les musiques électroniques, dans la chanson française. Il y a vraiment, je n'oppose pas. La question n'est pas là. Lorsqu'on évalue quelque chose, l'évaluation, ce n'est pas un problème. Je suis prêt, moi, qu'on m'évalue. Et d'ailleurs, on m'évalue. Hein. Je suis un centre national. Chaque année, je suis terriblement évalué, comme mes camarades. La question n'est pas l'évaluation. La question est le critère d'évaluation. Quels sont les critères d'évaluation ? Donc, évidemment, quand on nous pose des critères d'évaluation qui sont non pas sur la qualité... J'ai travaillé sur une création d'un festival qui croisait les musiques actuelles et les musiques de création. Eh bien, on a mis des années à se comprendre. Pourquoi on appelle une résidence, un groupe de rock qui vient faire 3 heures, un réglage lumière sur une scène, voilà, ça s'appelle une résidence. Et nous, une résidence, là en ce moment, on a une compositrice américaine qui est à la Friche, donc au module, dans notre nouveau lieu. Eh bien, c'est 4 fois 3 semaines. Évidemment, c'est pas les mêmes prix. Mais elle est en train de travailler sur des transductions de sons aériens dans des violons et des violoncelles. Et les violonistes jouent en même temps. Oui, 4 fois 3 semaines. Et je parle pas de l'écriture. On n'est pas dans les mêmes critères d'évaluation. Et c'est de ça, je voulais revenir dessus, qu'on n'entende pas que je pensais que c'était bien que la musique contemporaine se fasse dans des lieux clos. Non, je fais tout le contraire. On a même un pôle justement réservé, pas pôle, on va le retirer. On a même on a créé des postes pour justement partager. On fait énormément de travail avec des écoles, avec les prisons, on fait des concerts ouverts d'explications. Avec ta blouse. Avec ma blouse, on a même monté quelque chose ensemble avec Macha où j'expliquais ce qu'était la musique spectrale. Je vois que ça vous inspire. Et les enfants ont adoré, c'était très drôle, j'étais avec une grande blouse orange. Donc voilà, évidemment que la question, c'est comment on transmet tout ça, comment on transmet le savoir, comment on explique
Est-ce que lutter contre le Front National, pour vous, dans votre métier, c'est justement transmettre ailleurs, transmettre à d'autres? Et quels sont vos moyens de faire ça? Sylvie? La pratique de l'altérité. C'est-à-dire inventer des formes, des modalités de rencontre qui permettent aux gens, je vais appeler ça comme ça, les gens, de ne pas être clients, de ne pas être dans un rapport de consommation à ce qui leur est proposé, mais dans un rapport de traversée d'une expérience. Et ça, c'est vachement difficile à quantifier. On ne peut pas faire des croix, voilà. Mais c'est d'une richesse qui n'a rien à voir avec le nombre de spectateurs ou le nombre de spectacles de représentation. Voilà. Donc, moi, je crois, et en plus, je le vis tous les jours, et l'altérité voilà, faire se rencontrer des gens différents, qui ont des états de santé différents, qui en sont à des moments de leur vie différents, qui ont des origines différentes, c'est d'une richesse, mais incroyable, quoi. Donc, toi, dans ta pratique, tu fais se rencontrer des gens, donc des patients de l'hôpital, des soignants, et aussi du public extérieur. Donc, le public qu'on trouve au 3 Bicef est très particulier, et ça se passe toujours plutôt bien. C'est souvent assez marrant, parce qu'on ne sait pas trop qui est qui. Voilà. Et l'artiste, il est là pour ouvrir sa démarche, permettre la rencontre entre ce qui le traverse, lui, ce qui le meut, et les gens qui viennent curieux et avec appétit pour les rencontrer. Et donc c'est une expérience qui change les artistes également, d'après ce qu'ils en disent. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est... Enfin, moi je pense, pour être clair, que c'est l'endroit où on peut, où les artistes et les institutions culturelles peuvent changer quelque chose à notre rapport à l'autre, c'est en travaillant sur ce rapport à l'autre. Est-ce que vous, ce rapport à l'autre, vous le travaillez? Qu'est-ce que vous pensez aussi de la représentation des artistes sur scène, de ce que tu disais sur l'élitisme, c'est-à-dire quelles sont les classes sociales qui sont présentes sur les scènes? Est-ce qu'il y a suffisamment d'altérité sur les scènes? Est-ce que cette perception qu'on a d'un monde culturel qui serait fermé sur lui-même et qui serait dans un entre-soi bourgeois, c'est quelque chose qui vous parle? Ou est-ce que vous avez l'impression que vos lieux sont fréquentés par des classes sociales différentes et que sur scène, il y a une vraie altérité? Pierrette? Je pense que les lieux, s'il n'y a pas un travail à côté, est encore ouvert qu'à une certaine partie de la population. Voilà, je ne pense pas que de manière naturelle, il y ait des tas de gens qui rentrent dans un théâtre ou dans un musée ou qui écoutent un concert. Donc, en effet, pour que ce travail, pour lequel nous nous battons tous, soit ouvert le plus largement possible, demande de faire ce que tu dis, de pouvoir vraiment travailler autour de tout ça. Après, est-ce que sur les scènes, on correspond... Je veux dire, toutes les écoles de théâtre, je vais parler de ça parce que c'est ce que je connais le mieux, qui se présentent au concours des écoles nationales supérieures, évidemment, dans un premier temps, c'est pas toujours les gamins qui sont dans les cités, à moins qu'entre-temps, ils aient rencontré un comédien, une comédienne, un metteur en scène, avec qui ils ont fait un atelier théâtre, avec qui ils ont commencé à travailler, avec qui ils se sont aperçus qu'ils commençaient à comprendre ce qu'ils pouvaient être et à quel endroit aussi, à cet endroit, ils pourraient travailler. Et là, à ce moment-là, oui. Donc, en effet, c'est toute une chaîne de choses qui permettent d'arriver à cet endroit-là, me semble-t-il. Ensuite... Merci. Ensuite, de ce que j'entends, malgré tout, quand même, le verre est dans le fruit depuis longtemps. Je veux dire, il y a quand même plein de villes qui ne reçoivent pas certains spectacles parce qu'elles disent ce n'est pas pour nos publics. Il y a plein de villes qui sont déjà Front National. Il y a des tas de compagnies, peut-être plus de petites compagnies ou de moyennes compagnies qui ne peuvent plus vraiment tourner parce que justement, elles prennent le risque de travailler sur des œuvres peut-être subversives ou vraiment très engagées, et elles ont beaucoup de mal parce que cet engagement-là, il faut qu'on le soutienne, parce que sinon, en effet, oui, on va se retrouver entre nous, alors que c'est exactement le contraire sur lequel on est en train de travailler. Voilà, je l'entends un peu comme ça. Macha ? Oui,
Voilà, pour la criée, nous, on a évidemment travaillé avec l'éducation artistique, donc on va chercher vraiment, on travaille beaucoup sur les publics empêchés, mais je veux dire, c'est notre pain quotidien. Je veux dire, on porte pas ça en étendard. C'est la moindre des choses quand on gère de l'argent public et quand on a un théâtre national que de faire ce travail-là. Mais il se trouve que pour justement encore casser davantage l'intimidation de ce grand théâtre sur le Vieux-Port et pour faire venir aussi, parce qu'il faut être attractif, il faut être désirable, pour que et puis il faut l'organiser pour que des mômes des quartiers viennent jusqu'au Vieux-Port. Ça s'organise, c'est du travail et il faut de la gratuité. Donc nous, on travaille beaucoup et d'ailleurs là, c'est un public qui n'est pas comptabilisé. Ça, je l'ai fait valoir encore hier parce que j'étais avec mes tutelles, j'avais mon inspection et mon comité de suivi, et je faisais valoir que tous ces gens qui passent la porte désormais, qui viennent voir une exposition accrochée, qui viennent aux portes ouvertes à une répétition publique, ou même quelquefois qui n'entrent pas dans la salle, mais qui reçoivent quelque chose, quand les enfants des écoles viennent tous les mercredis, parce que désormais la criée est leur centre aéré, c'est pas comptabilisé. Eh bien, c'est là-dessus, c'est sur ce non comptabilisé que moi, je projette le plus de bénéfices de notre action. Parce que quand on a passé la porte, quand on est passé du quai dans le hall, ça y est, on s'est approprié les lieux. Et au fond, c'est ça la République, c'est de dire à tous les citoyens, c'est à vous, ça vous appartient. C'est à vous et vous en êtes responsable. Une question que je me pose depuis un petit moment, c'est il y a des navettes pour conduire les habitants du centre-ville au théâtre du Merlan, dans les quartiers nord. Il n'y a pas de navette pour conduire les habitants des quartiers nord dans le centre-ville au Vieux-Port. Est-ce que la démocratisation de la culture, ça passerait pas aussi par là, d'autant que les habitants du centre-ville ont généralement des voitures, alors que les habitants des quartiers nord n'en ont pas? Oui, c'est très juste, et à la fois par les scolaires notamment, il y a quand même dans le corps enseignant des gens admirables, c'est vraiment des saints laïcs qui font un travail exceptionnel auprès des enfants, qui les emmènent et ils sont là et ils se battent pour avoir les moyens, et il y a des tutelles qui les entendent et il y a des bus mis à disposition et non, il y a aussi des choses qui se font, c'est jamais assez. Il faut toujours imaginer, c'est avec l'invention qu'on gagnera. Mais beaucoup de choses se font et il y a, particulièrement dans notre région, il y a quelque chose justement qui, je crois, qui irrite beaucoup le Front National, c'est cet immense réseau de solidarité minuscule, partout. Nous, on travaille en ce moment avec les migrants, on travaille avec SOS Méditerranée, et on découvre des associations, mais des centaines d'associations. Vous avez 15 personnes qui s'occupent de 50 personnes. Et ça, c'est le tissu de notre région. Et c'est ça qui les énerve, qui les irrite, qui les agace, et c'est ça qu'ils veulent détruire. Et c'est ça qu'ils ne détruiront pas parce qu'ils ne vont pas gagner. La démocratisation culturelle, est-ce que c'est quelque chose... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez d'une part, et est-ce que c'est comme ça qu'on peut lutter contre le Front National, selon vous? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Ou est-ce que c'est un problème politique autre? Si vous n'avez rien à dire, on passe à autre chose. Si? Christian? Moi aussi, je parle. Vous parlez. Bon, voilà. Moi, je vais répondre rapidement et simplement à cette question sur quels sont les engagements qu'on peut prendre et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Eh bien, lorsque je suis arrivé il y a 6 ans, on était dans le 8e, rue de Cassis, et on s'est battu avec Alain Arnaudet, ici présent, pour que le GMEM, Centre de création musicale, soit au sein de la friche de la Belle de Mai. Et ça, c'est pour 2 raisons. La première, c'est celle qu'Alain, tout à l'heure, présentait. C'est que je pense que, quoi qu'il arrive... Et même si je saute allègrement en cas de malheur, eh bien, il restera ce lieu, et je crois qu'il reste toujours des choses de l'histoire qui continuent. Et je pense qu'on sera plus fort dans cette enceinte-là, au sein de la friche de la Belle de Mai. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que la création musicale est au milieu d'un lieu de vie, d'un projet culturel qu'Alain soutient, culturel
avec des enjeux sociaux, avec des enjeux artistiques, avec des enjeux de création, avec des enjeux de savoir, avec des enjeux d'enseignement, avec des enjeux de formation. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je ne suis pas allé par hasard. Je n'ai pas, en 2013, rencontré Alain en lui disant « Tiens, j'ai pas envie de dire une envie, j'ai un désir, c'est venir m'installer là, parce que la Friche, c'est une coopérative, et c'est comme ça qu'on crée, à mon avis, c'est en déplaçant la structure, en l'interrogeant, en interrogeant même ce qui peut être aliénant dans la structure, qu'on peut avancer. Et c'est le pari que j'ai fait. Ce n'est pas en disant « je veux faire une création musicale peut-être un peu plus facile à entendre ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Je trouve qu'il suffit de s'asseoir et d'écouter. Rien n'est compliqué à écouter. Ce qui est compliqué, c'est à recevoir l'écoute. Ça, c'est compliqué. Mais sinon, c'est pas compliqué. Donc voilà, ma position politique, elle a été d'amener ce centre national au sein de la Friche de la Belle de Mai. Et là, pour le coup, je ne crois pas que ça soit, comme tu le demandais tout à l'heure, un quartier très, très, très riche. Effectivement. J'avais une dernière série de questions à vous poser avant de laisser Sylvie lire un texte. Sur la place de la culture dans les médias, il me semble que s'il y a un recul et une avancée de la pensée populiste, c'est dans les médias dominants et en particulier à la télévision. Où on ne voit plus ou dans des rôles caricaturaux les gens de culture. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous sentez cette évolution comme moi ? Moi, je soulignerais la force de la fiction par rapport à cette télé-réalité, même quand elle est humoristique. Je pense que quand on en passe par la stylisation, le travail de fiction, je pense qu'on est plus percutant, plus fort et d'une certaine façon plus lisible, peut-être moins immédiat, mais on marque la mémoire. Et ça, je pense que voilà, je crois que le travail artistique... voilà, je ne l'opposerai pas, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais cet humour direct notamment, ou cette culture un peu désinvolte, bon, il y a toujours quelqu'un qui passera, qui attrapera le meilleur, hein, il y a toujours le hasard, le destin, mais néanmoins je pense que le travail sur la fiction, c'est ce que je défendrai. La place des intellectuels et des artistes dans les médias publics vous paraît-elle juste et vous paraît-elle en progression ou en régression ? Pierrette. Moi, je la trouve en régression, à vrai dire, et je me trouve très calme. Alors que, enfin, quand je dis calme, je me comprends. On n'est pas offensif, quoi. On essaye de travailler, d'avancer, de défendre ce que nous sommes ou ce que nous voudrions que ce soit. Mais en même temps, on n'est pas invisible, mais peu visible, me semble-t-il. Alors, non pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce que je crois qu'on est un peu... Il y a quelque chose qui nous démunit. Enfin, je le sentirais un peu comme ça. On est démunis devant à la fois essayer de continuer à conserver, peut-être le mot n'est pas juste, mais ce qui est acquis. Évidemment, plus offensif, ça serait le mettre en danger plus rapidement. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire ou au contraire, en effet, se dire qu'il faut tenir tous les outils le plus longtemps possible parce que c'est le seul moyen peut-être d'être encore quelque part pour pouvoir continuer à se battre de manière plus forte à un moment donné. Je ne sais pas. Mais voilà, moi j'ai vraiment l'impression que... Là, c'est bien, on nous interroge, merci d'ailleurs, mais sinon, c'est vrai que les intellectuels vraiment et les artistes ne sont pas présents. On ne parle pas de culture, on n'en parle pas. Bon, la campagne n'en parle pas, mais nous non plus, on n'y va pas. Pas tout seul, bien sûr, mais voilà, je sens comme ça. Les artistes et les gens de la culture, pour être tout à fait juste, sont effectivement peu présents sur la scène politique, aussi par désir, il me semble. Mais sur la scène médiatique, de moins en moins, c'est assez clair, et toujours avec le soupçon d'élitisme et de participation à une coupure de la société. Est-ce que tu le sens aussi, Alain ou Moi, je voudrais juste dire que, effectivement, on voit très clairement que l'audiovisuel public,
qui passe, parce qu'il est quand même payé avec nos impôts, hein. Il est financé par nos impôts, en partie, en tout cas, s'il y a un peu de publicité quand même au milieu, hélas, mais en fait, dans une course à l'audimat avec la télé Bouygues, en fait, a abandonné le terrain culturel. On se souvient tous d'émissions telles que Droit de réponse. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la très belle exposition, je ne sais pas si elle est encore ouverte, à la Maison Rouge, qui est assez incroyable sur des belles années de cette impertinence-là. Donc, on se souvient tous de Droit de réponse ou de la Minute de Monsieur Cyclopède, puisque tu parlais de Pierre Desproges tout à l'heure, et d'autres moments comme ça de télévision qui ont aujourd'hui disparu, qui ont été poussés de plus en plus tard dans la soirée, dans la nuit, et puis finalement pour disparaître, puisque aujourd'hui, à la fin de la nuit, il y a Télématin. Donc effectivement, c'est pas forcément à cet endroit-là que nous allons parler de culture. Donc clairement, on se rend compte qu'il y a un nivellement par le bas, et c'est à celui-là même que nous devons résister nous-mêmes dans nos maisons. Voilà, dans nos maisons. Sur la question de la démocratisation de la culture et de la circulation, je voulais juste dire un mot. Je pense que effectivement, il y a, si ce n'est un échec, parce qu'il ne faut jamais être aussi catégorique quand même, dans tous les cas, une insuffisance dans toutes les actions politiques qui ont été menées à droite comme à gauche depuis, en tous les cas, depuis que je vote. Donc ça fait quand même quelques années. Et on se voit bien que ce maillage culturel qui a été quand même, qui est louable, qui a été vraiment une force des années là, on va dire, langue 1 des années 80, en fait, il s'est arrêté à un endroit, il n'est pas allé aussi loin qu'il aurait dû aller, notamment dans des territoires éloignés de la culture. Il y a quelques semaines, j'étais à Sevran, dans la banlieue parisienne. À Sevran, c'est une ville de au moins 50 000, voire 100 000 habitants. C'est comme voilà, une ville, quoi. Dont il n'y a rien. Il n'y a rien pour les jeunes. Il n'y a pas de maison pour les jeunes. Il n'y a pas de centre culturel digne de ce nom. Il n'y a pas de proposition artistique et culturelle digne de ce nom. C'est juste hallucinant aujourd'hui. Et de plus, et alors là, on en vient à la circulation, hein, parce que ce qu'on reproche à Marseille, on peut le dire de plein d'autres villes, notamment de Paris. Pour aller vers le centre-ville, c'est un long chemin. Et c'est important de favoriser effectivement le sens centre-ville vers la périphérie, mais je crois que c'est bien plus essentiel de faciliter le déplacement de la périphérie vers le centre, parce que c'est à cet endroit-là qu'on fabrique de la mixité, qu'on fait se rencontrer les gens, plutôt que de les garder dans un endroit où ils ne sont entourés de rien, finalement que d'eux-mêmes, de béton et de vide, et que cela favorise d'un côté les obscurantismes, de l'autre les extrémismes de tout poil d'ailleurs, de toutes sortes, et c'est à cet endroit-là qu'on crée à la fois le Front National et puis les extrémismes radicaux, etc. Donc le déplacement des gens, le transport est essentiel. Là, pour finir, je vais dans 15 jours à Montfermeil, parce que là, voilà, je retourne à Paris et je vais à Montfermeil. Ça va me prendre 1h30 pour aller à Montfermeil, s'il n'y a pas de circulation. C'est juste hallucinant. Comment voulez-vous qu'on facilite le dialogue entre les gens et le vivre ensemble? Il est d'abord dans le déplacement, surtout aujourd'hui. Je vais mettre plus de temps pour aller de Paris à Montfermeil que pour aller de Marseille à Rabat ou à Tanger. La question de la centralité est, à mon sens, aussi quelque chose à penser pour la culture. Hein. On a toujours Paris qui mange 65% du budget de la culture, ce qui est quand même hallucinant. Et il me semble, je suis vraiment pas spécialiste, mais je propose ça à la réflexion d'un sociologue, que c'est pas pour rien que le FN se développe dans la périphérie de la France et dans la périphérie des villes. La notion du rapport du centre à la périphérie, ne pas être au centre. Sylvie, tu voulais nous lire un texte de Wajdi Mouawad? Oui, je voulais... C'est un extrait d'une lettre à Ginette. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, donc j'avais envie de le partager. Très chère Ginette,
Voulant faire en sorte que le théâtre soit un lieu de rassemblement, un lieu où les idées puissent naître et prendre leur essor, un lieu formidable pour que puisse encore exister une certaine idée de l'humanité, une humanité qui ne soit pas celle du juge et du bourreau, mais celle du créateur, il est essentiel que la liberté soit défendue à tout prix. La liberté procède des idées et de leur cheminement à l'intérieur de l'individu. Or, il est impossible d'édifier un système de pensée qui ne puisse pas tenir compte de l'existence de l'autre, puisque nous vivons en communauté. L'autre étant ici celui qui est totalement et entièrement autre, celui qui est en face, qui n'est pas nous. L'altérité ici prend une figure absolue. En aucun cas, l'autre ne peut nous appartenir, ni en partie, ni au complet. Et c'est parce que l'autre est totalement autre que nous pouvons comprendre même l'idée de la liberté. Cela s'impose autant aux individus entre eux qu'aux groupes d'individus entre eux. La liberté n'a de sens que dans la mesure où nous sommes plusieurs, dans la mesure donc où nous avons à réfléchir sur la manière de vivre ensemble. Être libre veut dire par conséquent être intègre avec ses idées dans un monde où l'autre est non seulement le rappel de nos limites, mais où il devient aussi notre allié principal dans la conquête de nous-mêmes. Toute la philosophie et la pertinence de l'article 1er de la Charte des droits de l'homme reposent sur cette idée de l'autre. Et c'est avant tout parce que la liberté existe pour l'autre qu'alors seulement elle peut exister pour soi. Ce premier article ne peut exister pour soi avant qu'il n'existe pour l'autre, car alors on est dans la dictature. L'humanité ne peut donc pas survivre sans une confiance aveugle en l'autre. En ce sens, je crois profondément à cette grande idée de se sauver en sauvant l'autre, que celui qui cherchera à gagner sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la gagnera, qu'il y a en ce sens véritablement une façon de gagner qui est de perdre. Masha, tu voulais rajouter quelque chose, si vous avez aussi des choses à rajouter. Moi, je vais rajouter que Zibline est en vente, 3 €, qu'on a fait 3 numéros sur les villes Front National, donc il est là-bas au bout, si vous voulez aller l'acheter. La presse vide ses ventes, le Ravi aussi est en vente, je vois Michel Guéraud qui est là, sur la table, qui est à côté. Pensez à acheter la presse, sinon la presse disparaîtra, et ça, je pense que ça serait très très grave pour la démocratie. Masha ? Non, c'est juste une digression. En raison de notre rencontre, cette nuit, j'ai regardé le jardin di Uffizi Contini de Vittorio De Sica. Et j'ai compris, me semble-t-il, quelque chose, parce que j'avais retrouvé un texte que j'avais écrit en 2014. On m'avait demandé d'écrire quelque chose au TNP. Et je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on a l'impression que ça n'a pas bougé. C'est là, le fascisme est à nos portes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, c'est notre ennemi premier, en tout cas nous les artistes, les animateurs culturels, les intellectuels, c'est la sidération. Et dans le film de Vittorio De Sica, ce qui est montré, c'est la sidération. On ne peut pas y croire. On ne peut pas croire que c'est là et donc faisons attention à notre propre sidération. Donc soyons un peu en colère.